Comprendre comment le commandement militaire recherche la victoire. C'est cette question que nous allons nous poser aujourd'hui dans les rendez-vous de la géopolitique avec Fabrice Ravel. Cette séance, d'une certaine façon, s'inscrit dans le prolongement de l'actualité puisque nous avons été amenés tous à nous intéresser aux logiques et aux terminologies militaires. Nous-mêmes, dans les rendez-vous de la géopolitique, nous avions traité la question des facteurs militaires au XXIe siècle et c'est un prolongement naturel que nous donnons à cette séance avec le commandement militaire. Pour approfondir cette question du commandement militaire, nous allons d'abord commencer à nous intéresser aux concepts qui sont liés à cette notion de commandement militaire pour comprendre quels sont les enjeux actuels, mais aussi les enjeux à venir, et aussi déterminer ce qu'est un bon ou un mauvais commandement. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ceux qui nous suivent régulièrement dans les rendez-vous de la géopolitique ont déjà entendu deux concepts qui vont leur sembler familiers, c'est ceux de stratégie et de tactique. Alors peut-être qu'il est important de les repositionner l'un par rapport à l'autre, voir ce qui les distingue avant d'aller plus avant dans ce qu'est le commandement militaire. Oui, pour comprendre le commandement militaire et l'ensemble des logiques militaires, c'est des logiques dont on s'est quand même relativement éloigné, surtout en Occident avec la fin de la guerre froide et l'impression que la guerre était un sujet qui allait s'éloigner de la géopolitique. Il y a un certain nombre de paramètres au préalable qu'il est nécessaire que de remettre en place. Et parmi ces paramètres, il y a évidemment les notions de tactique et de stratégie qui sont un peu paradoxales parce qu'on les utilise énormément, y compris dans des champs d'exploitation qui vont bien au-delà des questions militaires. Mais en réalité, on s'arrête peu fréquemment pour vraiment les redéfinir. Or, ça va être nécessaire pour qu'on comprenne mieux ce que le commandement militaire s'efforce de mettre en place dans la recherche de la victoire. Alors, évidemment, là, la difficulté, c'est que, comme on peut l'imaginer, il y a énormément de définitions sur chacun de ces deux termes, tactique et stratégie, et je pense qu'on perdrait énormément de temps et d'énergie à rentrer dans les précisions de chacune de ces définitions en les opposant ou en faisant en sorte qu'elles se complètent. Donc, à mon sens, il faut s'efforcer de faire une démarche assez synthétique et de voir quels sont les deux axes qui, a priori, les caractérisent le plus. Je crois que, en fait, le premier axe qui caractérise le rapport de la tactique ou à la stratégie, c'est vraiment une différence en termes de champ d'exploitation, à la fois au niveau géographique, en termes d'effectifs concernés et de temps ou d'espace dans lequel on le fait. La tactique, on s'accorde plutôt à considérer que c'est sur un temps ou une durée relativement limitée, sur une zone géographique relativement circonscrite et avec des effectifs qui sont assez réduits. On a bien compris que, en fait, de par cette notion de la tactique telle qu'on est en train de la mettre en place, à contrario, on a plutôt une stratégie qui s'inscrit sur le long terme avec des grands effectifs et sur des logiques qui sont beaucoup plus considérables. Donc, je pense que les deux logiques principales, telles qu'il faut bien les comprendre à travers les termes de tactique et de stratégie, sont celles qu'on vient d'expliquer. Et c'est très important parce que ça nous amène spontanément sur deux termes qui sont bataille et guerre. On sait bien que Napoléon, ça aussi c'est un exemple emblématique à qui on a consacré également spécifiquement une séance, a remporté des dizaines de batailles, dont certaines sont considérées parmi les plus prestigieuses. On pense notamment à Austerlitz le 2 décembre 1805, et pourtant il a fini par perdre la guerre. De même que notre séance plus récente sur Frédéric II ou Frédéric le Grand ou Frédéric l'Unique montre bien qu'il a remporté des batailles, mais qu'il en a aussi perdu et que ça n'a pas été suffisant pour qu'il soit amené à remporter la guerre. Et finalement, on aura envie de dire, dernier exemple et non des moindres, pour reprendre une terminologie britannique, Alexandre le Grand est peut-être singulier et particulier parce qu'on se rend bien compte en l'étudiant, lui aussi on lui avait consacré une séance, qu'il a réussi à conjuguer des victoires sur des batailles et des victoires sur les guerres. Donc on a bien deux dimensions là qui s'inscrivent dans des logiques dont les champs d'application sont différents. Mais alors il y a un risque, c'est qu'évidemment en disant ça, et là je m'empresse de le préciser tout de suite, on aurait presque tendance à déconsidérer un peu la tactique en disant bon ok, mais alors donc c'est beaucoup moins important et à ne rester consacré que sur la stratégie. Et là, c'est une grave erreur parce qu'évidemment, si on accumule trop de défaites au niveau tactique, on finit par créer une dynamique qui est contraire. Et à contrario, si on a réussi à conjuguer énormément de victoires tactiques, on arrive à créer une dynamique qui vont forcément avoir des conséquences sur un niveau plus élevé et qui vont amener une dynamique stratégique. C'est peut-être là d'ailleurs toute la difficulté que de savoir comment articuler ou conjuguer ces deux termes. Et là, on en a peut-être un troisième qui est en train d'apparaître, qui serait un terme opérationnel ou opératif,
dont l'objet premier, peut-être, consisterait à conjuguer et la tactique et la stratégie. Donc aux deux termes qu'on a coutume de croiser, tactique et stratégie, il faudra en ajouter un troisième qui ajoute une troisième dimension, donc une troisième couche de complexité dans cette captation du commandement militaire. Ce serait celui d'opératif, qu'on connaît moins bien que celui d'opérationnel, mais peut-être que ça vaut le coup justement de revenir sur cette distinction aussi. Oui, c'est d'autant plus indispensable que là, on a deux difficultés qui se conjuguent. La première, c'est que comme on va se rendre compte, le terme d'opératif vient plutôt, non pas de façon innée du français, mais plutôt importé à travers une langue qui est clairement, pour le dire, qui serait le russe. Donc déjà, on a des problèmes de traduction. Et puis en plus, on a autre chose, me semble-t-il, et c'est ce que je vais m'efforcer d'expliquer à nos auditeurs. Je crois qu'on peut légitimement dire qu'il y en a trois interprétations différentes qui peuvent en être faites. Donc encore faut-il expliquer ce qu'on veut véritablement désigner sous le vocable d'opérationnel ou d'opératif et quelle réalité c'est censé recouvrir. Alors, la première définition, à mon sens, moi j'ai tendance à essayer de la rassembler sous un terme qui est la maîtrise opérationnelle. Et pour d'emblée essayer d'expliquer tout de suite de quoi s'agit-il, je pense qu'il y a un terme qui s'accole assez vite à cette maîtrise opérationnelle, c'est la logistique. On voit bien que là, c'est la nécessité que de maîtriser les matériels militaires, les armes, les munitions, mais d'être aussi capable de subvenir au ravitaillement et de maîtriser les grands espaces. D'ailleurs, dans cette maîtrise opérationnelle, il y a, à mon sens, trois aspects ou trois logiques qui viennent là aussi s'additionner et qui permettent d'ailleurs d'être moins péjoratif sur ce terme qu'on a tendance un peu à l'être. Parce qu'il faut être honnête, quand on aborde les questions militaires, on aurait des dimensions relativement nobles, la tactique et la stratégie, et puis quelque chose qui serait amené à être assez déconsidéré, qui serait juste la logistique, c'est-à-dire les moyens qu'il faut mettre en place, mais dont on aurait l'impression que c'est moins important. Ça, c'est une grave erreur. Parce que si on regarde bien cette maîtrise opérationnelle, d'abord, il y a effectivement la nécessité que de maîtriser les lignes de ravitaillement, que de s'affranchir des distances, que de maîtriser les grands espaces et que d'être capable d'apporter l'ensemble des armes, des troupes ou des munitions. Mais il y a un deuxième point qui est assez intéressant à souligner et sur lequel d'ailleurs Paul Kennedy, dans un ouvrage qu'on avait déjà eu l'opportunité d'évoquer ensemble, notamment sur une séance sur le char, développe bien donc c'est cet ouvrage Le Grand Tournant. Et sur la page 184, notamment, il évoque les rayons d'action des avions. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que là, en fait, on trouve une solution technique à une problématique militaire, serais-je tenté de dire, puisque là, il s'agit d'essayer d'accompagner les bombardiers stratégiques qui s'en vont bombarder l'Allemagne pour essayer de réduire la production de matériel allemand. Donc là, on voit bien qu'en plus, il y a un ensemble de paramètres qui sont liés à la logistique et que donc, en fait, pour faire en sorte que ces bombardiers soient moins vulnérables ou qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, il faut qu'ils aient des chasseurs qui puissent les protéger. Mais pendant très longtemps, les Alliés vont être confrontés à une difficulté. Leurs chasseurs n'ont pas des rayons d'action qui sont suffisants. Et puis apparaît le Mustang P51, dont en fait on se rend compte que le rayon d'action, alors opérationnel, c'est intéressant de voir d'ailleurs les termes qui sont utilisés par les militaires, recouvre à peu près 1200 km avec ses réservoirs auxiliaires, c'est-à-dire que c'est plus de 2 fois le rayon d'action du Spitfire, et là tout d'un coup on se retrouve dans la capacité de mener les opérations parce qu'on a un matériel qui répond aux exigences telles qu'elles sont positionnées par les questions techniques. Donc il y aura une deuxième approche qui serait technique, et puis il y a une troisième approche qui est la capacité de production industrielle, de produire ces matériels dans des quantités qui permettent finalement de prendre l'ascendant sur l'adversaire et même de l'écraser. Et là, c'est assez intéressant que d'expliquer que d'ailleurs, l'une des explications principales qu'on pourrait avoir de la victoire des alliés occidentaux sur l'Allemagne, c'est que bien que les armées allemandes aient plutôt une maîtrise tactique supérieure ou un ascendant tactique, finalement, on arrive à dépasser cet ascendant tactique grâce en fait à une production de matériel qui est telle qu'elle arrive justement à matérialiser l'ascendant de ces économies, notamment américaines, et à permettre la victoire des Alliés. Donc ça, ce serait pour la première, je serais tenté de dire, interprétation, la maîtrise opérationnelle. Alors après, il y a une deuxième interprétation qui est l'art opératif. Là, on est sur quelque chose de très différent. Ça a été développé notamment par deux auteurs, Benoît Billan et M. Lopez, qui ont écrit un ouvrage sur Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif. Et on se rend compte que justement, ces deux auteurs, d'emblée, s'inscrivent totalement en faux
sur une interprétation sur laquelle on va être amené à revenir, c'est-à-dire que l'art opératif serait un niveau intermédiaire entre la stratégie et la tactique. Il considère même que c'est un contresens majeur. En fait, l'art opératif, c'est un terme qui viendrait de la langue russe, à travers notamment un écrit d'un général russe dans l'entre-deux-guerres entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, Alexandre Zvietsine. Mais ce général russe de faire remarquer qu'en fait, la tactique et la stratégie nous amènent dans deux logiques autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont soumises à plutôt une réalité qui serait locale ou une réalité de grands ensembles, et qu'il y a une nécessité que d'essayer de coordonner les deux dynamiques. Sinon, c'est ce qui explique parfois l'incapacité d'amener la victoire pour le commandement militaire. Il y a une non-connexion entre la dimension tactique et la dimension stratégique. Et là, en fait, l'art opératif, c'est la logique qui consiste pour des officiers supérieurs à réussir à appréhender la bataille ou les victoires locales pour les mettre au service d'une stratégie de grands ensembles, ce qu'elles font pas spontanément. Pour synthétiser ou simplifier un peu la pensée de l'auteur, qu'en fait, plus que des localisations, c'est le fait qu'on a des dynamiques qui seraient propres. Parce qu'on voit bien qu'au niveau tactique, on est dans la réaction face à l'adversaire qui est immédiat ou dans la proximité, et face à des événements qu'on subit, alors qu'à l'état-major, on est plutôt dans la réaction qui serait a priori, et que donc il y aurait une nécessité que de combiner les deux pour être sûr qu'on puisse être efficace et qu'on puisse atteindre la victoire. Sinon, on aurait pratiquement deux démarches qui resteraient trop indépendantes et qui finalement nous empêcheraient qu'on puisse les conjuguer et arriver à la victoire. Et puis, il y a une troisième interprétation, dont j'ai tendance à plutôt l'appeler la dimension opérationnelle, parce qu'on pourrait faire remarquer à nos deux auteurs précédents que ils ont certainement raison. C'est un livre qui est passionnant, parce que d'abord, il nous amène à beaucoup réfléchir par nous-mêmes, et il est assez dense en références, donc c'est quand même deux aspects qui sont intéressants à noter, et il faut leur rendre ce crédit et ce mérite. Nonobstant ça, faut pas non plus être dans une approche trop restrictive, parce qu'on peut faire remarquer que même si l'art opératif existe tel qu'ils le décrivent, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi une dimension intermédiaire entre la tactique et la stratégie, tout simplement parce que c'est ce que les militaires ont l'habitude d'appeler le théâtre d'opération. Il y a une zone intermédiaire dans laquelle on n'est plus totalement dans le local, dans laquelle les effectifs sont plus totalement réduits, mais dans lesquels on ne serait pas encore sur une amplitude majeure de pays à pays. Et donc là, on serait bien sur une interprétation qui, elle, amènerait une dimension opérationnelle qui serait intermédiaire entre la tactique et la stratégie. Et là, peut-être qu'on peut prendre un exemple pour essayer d'expliquer à nos auditeurs dans quelle logique on est en train de s'insérer. Si on prend le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, on peut bien comprendre que si on a les combats de Sainte-Mère-l'Église, si on a l'assaut sur le pont de Bénouville, le fameux Pegasus Bridge tel qu'on le voit dans le film Le jour le plus long, et puis il y a aussi le débarquement sur les plages d'Omaha Beach, ça, ce sont bien des batailles qui s'insèrent dans une dimension tactique. La totalité des opérations du débarquement, ce serait la dimension opérationnelle. Par contre, le fait de savoir s'il est plutôt opportun de débarquer en Normandie, au Pas-de-Calais, ou en Italie, tel que ça a été fait en été 1943, dans une opération de diversion, ou en 1915, dans le détroit des Dardanelles, tel que le premier lord de l'Amirauté, Winston Churchill, voulait absolument le mettre en place pour essayer de trouver un point faible dans les empires centraux. Là, ce serait plutôt de la dimension stratégique. Et c'est un exemple qui me paraît intéressant, parce qu'on voit bien que là, en réalité, on est dans la nécessité de coordonner trois dimensions. Une dimension qui serait tactique, une dimension qui serait opérationnelle et une dimension qui serait stratégique. Oui, parce que pour les besoins de la démonstration, on isole chacune de ces dimensions, mais l'importance, c'est justement d'arriver à les conjuguer ensemble pour aller chercher la victoire. On voit le degré de complexité aussi pour mettre en place justement cette chaîne de commandement, et on peut se demander si on n'est pas du côté d'une autorité hiérarchique très verticale, avec une organisation vraiment pyramidale de l'armée, hein. Oui, c'est d'autant plus spontanément ce à quoi on peut s'attendre qu'évidemment on s'inscrit, et c'est le cadre de notre thématique initiale, dans on va dire, le métier militaire, et qu'on s'attend spontanément qu'avec la discipline telle qu'on y attache, on est une sorte de, effectivement, d'autorité ou de hiérarchie qui soit très pyramidale. Et évidemment, on va arriver pour l'efficience de recherche de la victoire à une logique qui est radicalement contraire à celle à laquelle on s'attend spontanément. Et ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est quel est l'état d'esprit
ou l'approche du commandement. Et là, pour comprendre ce à quoi tous les états-majors à peu près sont arrivés aujourd'hui, il faut reprendre une logique sur laquelle, en particulier, là, c'est plus les officiers allemands qui ont réfléchi dans la deuxième partie du 19e siècle et dans la première partie du 20e siècle. Ça va être expliqué selon un concept, l'Auftrag-Taktik. Et l'Auftrag-Taktik, c'est en fait, si on donne une explication telle que Pierre-Yves Hénin le donne dans son ouvrage sur le plan Schlieffen, 1 mois de guerre, 2 siècles de controverse, il explique très très bien que, en fait, c'est une tactique par mission. Et ce qu'il faut comprendre dans ce terme de une tactique par mission, c'est qu'en fait, volontairement, on veut donner une autonomie très très large aux troupes qui sont sur le terrain et à leur encadrement, parce qu'elles doivent pouvoir utiliser toutes les opportunités qui s'offrent à elles pour pouvoir essayer d'optimiser la dynamique ou de renforcer la dynamique. Donc en fait, on s'est rendu compte, et l'état-major allemand du 19e siècle et du 20e siècle s'est rendu compte, que loin que d'avoir une chaîne de commandement qui soit très psychorigide, pour dire clairement les choses, il fallait au contraire laisser énormément d'autonomie. Je trouve que c'est très, très, très intéressant en termes de management, d'ailleurs, si vous m'autorisez, une extrême autonomie, parce que l'armée, avec une telle réputation de discipline, en vienne finalement un exercice de l'autorité qui met en avant la promotion d'une très large autonomie pour être plus efficace. Ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a 2 exemples qui viennent corroborer ce qu'on est en train de dire. 2 exemples qui s'inscrivent dans une autonomie. Le premier, c'est qu'avec le recul, on se rend bien compte de l'erreur majeure des conditions du traité de Versailles. Parce qu'en fait, quand on reprend les clauses du traité de Versailles, il y a une des clauses qui est les plus célèbres, notamment, puisque c'est donc le traité qui met fin à la Première Guerre mondiale, je resitue très, très, très vite, et qui met un certain nombre de conditions très sévères sur l'Allemagne qui a été vaincue. Il y en a notamment une qui est liée à la Reichswehr, c'est-à-dire l'armée allemande telle qu'elle va être mise en place pour la République de Weimar, et qui est la limitation des effectifs à 100 000, d'une part, et l'interdiction du fait qu'il y ait de la conscription ou qu'il y ait un service national. Et en fait, on voit bien que l'idée qui était sous-jacente, c'était de faire perdre à l'Allemagne sa tradition militaire, ce qui a priori, n'était pas forcément inintelligent, serait tenté de dire dans la continuité. Donc de faire perdre une tradition militaire, de faire perdre l'expérience de l'armée à la plupart des citoyens. Mais en fait, on se rend compte, à l'aune de l'explication de l'Auftrag-Taktik, qu'on est en train de former un corps hyper spécialisé, hyper professionnel, parce qu'en réalité, en plus, tous les sous-officiers et les soldats étaient enrôlés pour 12 ans et les officiers étaient enrôlés pour 25 ans. Et on se rend compte qu'il y a donc en plus eu une sélection hyper rigoureuse ou hyper stricte, si vous me permettez ce terme, qui fait qu'en fait, la Reichswehr s'est avérée être le noyau de la future allemande telle qu'elle a été mise en place, et malheureusement de la Wehrmacht en 1935. Et on a un corps de sous-officiers là qui est très très important à considérer si on veut justement qu'il y ait une autonomie sur le terrain qui puisse être faite de façon professionnelle, parce que ça ne peut quand même pas être fait sans qu'il y ait une maîtrise. Et puis, il y a un deuxième exemple qui est antinomique, mais on voit bien que l'un des axes d'amélioration, pour rester pudique, ou des problématiques majeures auxquelles est confrontée l'armée russe dans la guerre en Ukraine depuis février 2022, c'est justement son grand manque de sous-officiers sur le terrain qui sont incapables d'accompagner les troupes, ce qui amène un certain nombre de déboires à l'armée russe telle qu'on les connaît. Donc là, en fait, on voit bien qu'en complément, il y a en plus une philosophie de la chaîne de commandement qui est importante à avoir à l'esprit, mais qu'il va falloir essayer quand même de contrôler pour éviter qu'on soit dans la dispersion. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir donner de l'autonomie, mais en même temps avoir un contrôle de cette autonomie. Tout se passe au niveau de la coordination qu'il va y avoir entre les différents niveaux de commandement. Et si on regarde du point de vue tactique, c'est-à-dire au niveau de l'aval, on peut se poser la question du résultat ou de la résultante de cette autonomie. Est-ce que ça risque pas de menacer la cohésion de l'ensemble ? Là, le risque est important parce qu'évidemment, on peut spontanément imaginer qu'avec une telle autonomie, finalement, chaque troupe ou chaque officier sur le terrain prenne des initiatives qui soient complètement décorrélées ou sans aucune cohérence avec les troupes qui sont voisines. Donc là, il y a un premier aspect qui est important à signaler, dont vous avez raison de souligner qu'il est en aval,
c'est la capacité à au moins avoir un référent identique, une habitude identique. Et ce référent identique ou cette habitude identique, c'est la doctrine ou le corps de doctrine. C'est-à-dire comment on est entraîné à utiliser un matériel, ce qui a été, là par contre, pensé par avance. On a un matériel à nos dispositions, mais il faut que notre corps d'officiers ou que nos troupes soient toutes habituées à utiliser ce matériel de façon identique pour que malgré le fait qu'on ait une large autonomie, au moins on puisse se retrouver dans la méthode telle qu'on la met en place. Ça n'est pas nouveau, car en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ces questions de doctrine se sont emparées de la réflexion des généraux assez tôt, sur l'infanterie par exemple, notamment avec le développement des armes de plus en plus modernes, qui ont eu la capacité, évidemment, avec les armes semi-automatiques puis automatiques, d'avoir des projectiles de plus en plus nombreux. On s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer à avancer plutôt groupé, ce qui était avant nécessaire par rapport aux charges de cavalerie, ou plutôt se disperser pour éviter que de subir des pertes trop importantes. De même que, déjà, Frédéric II, au XVIIIe siècle, s'interrogeait sur le fait de savoir s'il fallait plutôt privilégier ce qu'on appelait le choc ou le feu, c'est-à-dire le fait de passer à l'assaut d'une troupe adverse, ou s'il fallait plutôt en rester éloigné pour privilégier le fait qu'on tire dessus. Donc, en fait, là, on voit bien qu'il y a un tas de logiques de réflexion, et c'est loin d'être neutre, parce qu'aujourd'hui, en 2023, on est toujours dans ces perspectives. Si on regarde bien, les débats doctrinaires sont importants, par exemple, sur les drones, dont on voit bien qu'ils ont acquis une importance de plus en plus considérable sur les champs de bataille depuis leur premier lancement au début du XXIe siècle. Et cette réflexion va certainement être poursuivie avec quelque chose qui va bouleverser les armements sur les théâtres d'opération. C'est l'intelligence artificielle qui va d'ailleurs poser une question clé aux commandes militaires. Jusqu'à quel point laisse-t-on finalement ces intelligences artificielles agir par elles-mêmes? Et à partir de quel moment ou jusqu'à quand s'autorise-t-on à mettre en place une décision qui soit humaine? Donc là, la doctrine, c'est quelque chose qui est très très important pour assurer une cohésion, mais ce n'est pas suffisant. Là, on est sur la logique de l'aval et de la tactique. Si on regarde du côté de la stratégie, c'est-à-dire qu'on vient en amont, là, on peut aussi se poser la question de la cohésion et de la coordination entre les différents niveaux de commandement. Qu'est-ce qui nous fait, du point de vue de la stratégie, avoir l'information qui remonte depuis le terrain? Comment les officiers généraux sont-ils confrontés à ce qui se passe? Là, en fait, il y a une deuxième nécessité, c'est-à-dire qu'il y a une nécessité d'encadrer, on a envie de dire. La doctrine, ça permet d'avoir un réflexe d'utilisation. Et là, il y a une deuxième nécessité pour que l'autonomie puisse être efficace sans se disperser, c'est qu'elle soit quand même relativement encadrée. Et là, il y a un terme qui doit venir spontanément à l'esprit, c'est l'état-major. C'est tout le travail de l'état-major, justement, que de pouvoir coordonner l'ensemble de ces actions pour faire en sorte que chacune d'entre elles, étant faite de façon indépendante et autonome, nonobstant, puisse servir en réalité une dynamique générale. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que déjà, il faut que ça soit un état-major. C'est pas le cas de tous. Alors là, il y a des grandes variations, je vous prie de le croire, suivant les périodes, suivant les systèmes politiques et suivant les différentes expériences militaires. Mais il faut déjà qu'on ait un corps d'officiers généraux qui soit sur le terrain. C'est-à-dire que, pas forcément qui ait connu les guerres, mais qui s'entraînent de façon régulière à des simulations, qu'en anglais on appelle les war games par définition, qui sont faits avec des ordinateurs pour dire comment les choses, mais qui vont sur le terrain pour mieux percevoir les différences géographiques, les logiques de déplacement des troupes pour qu'ils ne soient pas surpris, pour que l'ordre tout simplement soit cohérent par rapport, on va dire, au lieu dans lequel il se déroule. Donc ça, c'est très important. Et puis sur la planification d'un certain nombre d'opérations qui doivent être pensées, tels des scénarios, avant même que les événements internationaux arrivent. Donc là déjà, il y a tout un ensemble de logiques auxquelles un état-major est confronté. Et alors, ce qui est assez intéressant en plus, c'est que là, il y a deux points qu'il faut préciser qui me paraissent vraiment fondamentaux. Le premier, c'est déjà quelle est la véritable autonomie ou la véritable liberté ou pouvoir de cet état-major. Parce que là, il y a deux exemples qui sont aussi un peu paradoxaux. Le grand état-major impérial allemand de 1871 jusqu'en 1918 a une très très large autonomie. D'ailleurs, il a une tellement large autonomie qu'on se rend compte que parfois, il va même jusqu'à déborder, ça c'est une autre question sur le pouvoir politique,
car on rappelle que l'état-major allemand impose pratiquement le déclenchement de la guerre aussi contre la France en 1914, parce que le plan Schlieffen, ça on le voit bien dans l'ouvrage qu'on a précité de Pierre-Yves Hénin, notamment de la page 9 à la page 21, il évoque le grand état-major, et on voit bien qu'en réalité, il pousse le politique à déclencher la guerre, parce qu'il dit les opérations militaires, telles qu'elles ont été conçues à travers le plan Schlieffen, nécessitent de combattre rapidement la France en 3 semaines pour ensuite se retourner contre la Russie. Donc là, il y a presque, on va dire, une autorité politique. Si on regarde le grand état-major impérial, tel que M. Vacher le montre bien dans un ouvrage qu'il a consacré sur Napoléon, on voit bien qu'on a plutôt affaire à un état-major que je serais tenté de qualifier d'enregistrement, parce qu'en réalité, c'est l'empereur qui donne l'ensemble de ses directives, qu'elles soient d'ailleurs tactiques ou stratégiques, et ses officiers supérieurs ne sont là que pour presque les appliquer de façon opérationnelle. Donc déjà, quand on étudie un pays ou quand on étudie une armée, il faut essayer de voir quel serait le degré d'autonomie de l'état-major, dont il faut rappeler que par ailleurs, il sert à encadrer les prises d'initiative au niveau local. Et il y a un dernier aspect qu'il faut avoir à l'esprit, qui est très important et qui est trop sous-estimé, c'est quel pourrait être le poids civilisationnel, culturel, historique ou organisationnel d'un pays sur la pensée de l'état-major. Et là, on voit bien qu'il y a Michel Crozier et Erhard Friedberg, dans un ouvrage assez connu en sociologie, n'est-ce pas Olivier, L'acteur et le système, qui ont énormément réfléchi, notamment sur un chapitre qui est consacré sur la crise des missiles de Cuba, à ce qu'on pourrait appeler un poids, une sorte de déterminisme, on va dire, culturel sur le choix stratégique. Et pour corroborer cet aspect, on a un ouvrage de Bruno Colson qui montre le poids culturel sur la stratégie américaine. Donc c'est assez intéressant à voir. Voilà deux logiques, me semble-t-il, à la fois la doctrine et l'état-major, qui, accompagnant l'autonomie des officiers sur le terrain, font partie de ce qu'un commandement militaire doit mettre en place pour s'efforcer de chercher la victoire. C'est peut-être le moment de faire une synthèse et d'essayer de tirer un enseignement de tout ce qui vient d'être dit pour comprendre comment le commandement militaire va rechercher cette victoire. Alors, les éléments qu'un commandement militaire doit mettre en place, tels qu'on vient de s'efforcer de les expliquer et de les synthétiser, parce que évidemment, je pense que tous nos éditeurs auront compris que ça nécessiterait énormément d'explications supplémentaires. D'abord, il faut effectivement parfaitement comprendre et maîtriser 3 dimensions différentes: la dimension tactique, la dimension opérationnelle et la dimension stratégique. Ensuite, principalement à travers l'art opératif, il faut non pas opposer ces 3 dimensions, mais conjuguer ces 3 dimensions pour que chacune d'entre elles soit capable d'amener une dynamique qui nous amène jusqu'à la victoire. Ensuite, pour renforcer cette dynamique, il faut qu'il y ait une autonomie de l'encadrement et des officiers sur le terrain, et que cette autonomie, pour qu'elle soit efficace et qu'elle ne soit pas, complètement désorganisée, soit encadrée d'une part par un corps doctrinal très clair et par un état-major qui encadre la totalité de ces logiques. Si on essaye de bien regarder l'ensemble des opérations militaires depuis des siècles, ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'a quand même pas affaire à une science parfaite et qu'il y a eu beaucoup de déconvenues et de victoires qu'on était censé remporter et qu'on a finalement perdu, si vous m'autorisez cette expression. Donc déjà, il y a une première nuance. On pourrait faire remarquer que l'ensemble de ces éléments, ça permet surtout peut-être soit de compenser son infériorité numérique et son infériorité logistique, et on est d'autant plus poussé à le faire qu'on est aiguillonné par cette situation qui a l'air d'être désespérée, soit aussi peut-être que de tout simplement rassembler de la manière la plus efficace possible les moyens qui sont à notre disposition, mais dont on voit bien que de toute façon, ils sont par nature ou par essence toujours insuffisants, car les moyens ne sont jamais complètement illimités. Mais de surcroît, il faut aussi faire remarquer que l'ensemble de ces éléments vont peut-être se trouver heurtés à des frictions. Ces frictions qui ont à la fois pour origine, évidemment, la pensée de l'armée adverse, parce que là, on a toujours tendance à oublier ce paramètre, mais on se heurte à une autre volonté. Des frictions qui peuvent aussi avoir pour origine des événements impromptus ou inattendus sur le terrain. Ça peut être moins facile à mettre en place parce qu'on est plongé dans un brouillard de guerre qui nous empêche de totalement percevoir les informations qui sont nécessaires pour que tous ces éléments soient mis en place. Et qu'en plus, ce stratégos, pour reprendre le terme de la Grèce antique, ce chef des armées, doit non seulement maîtriser totalement ces éléments, mais il doit surprendre l'adversaire et il doit surtout peut-être avoir quelque part une dimension de génie
qui lui permettent de prendre l'ascendant sur son adversaire. Friction, brouillard de guerre, génie militaire, on sent bien là que certainement pour qu'on puisse aller plus loin sur la capacité de remporter une victoire grâce au commandement militaire, il va être nécessaire d'étudier l'un des plus grands stratèges de l'histoire de la géopolitique. Et je crois que ceux qui ont l'habitude de nous suivre auront compris ou saisi le message subliminal qui nous est adressé. Nous traiterons donc ce grand stratège que je ne vais pas nommer ici. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.